Hacker à 13 ans, sans l'aide de l'intelligence artificielle et sans connaître le dark web, c'est possible et vous allez découvrir comment. Bien sûr, plus on commence tôt, plus on a de chances de réussir dans les domaines de la cybersécurité. Mais la plupart des gens ignorent que si vous êtes motivé, il est également possible de devenir expert en cybersécurité quand vous avez été par exemple boulanger. Et ce, tout en exerçant vos compétences au pays du sirop d'érable où il fait bon vivre. Avec un ordinateur, une connexion à internet et le feu sacré en vous, il est possible d'aller vraiment très loin. Et c'est ce que vous allez découvrir grâce à Valentin dans quelques instants. Savez-vous quelle est la différence entre un hacker, un maker et pourquoi pas un cracker? Pas évident, mais sachez que tout est lié car au final, tout n'est une suite que de 0 et de 1. En cybersécurité, il est possible de dégager plusieurs domaines de compétences sur lesquels intervenir. Par exemple, les réseaux informatiques, mais aussi les réseaux industriels, les systèmes d'exploitation comme Windows, iOS, Android, les distributions Linux, etc. Les bases de données, les architectures microprocesseurs et bien sûr le code. Mais sachez que même si vous sécurisez l'ensemble de ces domaines, il sera toujours possible pour une personne motivée d'arriver à trouver la faille. Comme l'écrivait Mark Twain, le pseudonyme sous lequel se cachait le papa de Tom Sawyer, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Et c'est le cas pour la plupart des hackers en herbe. Prenez par exemple ce cas d'école oublié de beaucoup aujourd'hui. À une époque pas si lointaine où les écrans à tube cathodique régnaient en maître, des trésors d'ingéniosité ont été déployés par les États pour pouvoir espionner les individus à leur insu et ce sans même intervenir sur leur ordinateur. Un bon exemple en est l'espionnage Tempest qui consistait à pouvoir intercepter les ondes électromagnétiques émises par les écrans d'ordinateur pour récupérer l'image à distance. Il était donc possible d'observer vos faits et gestes et ça sans aucun spam, aucun phishing ou aucun social engineering ou autre joyeuseté. Imaginez qu'aujourd'hui on puisse faire la même chose avec les téléphones portables, que quelqu'un dans la pièce d'à côté ou dans l'appartement voisin puisse voir en direct ce que vous faites sur votre téléphone portable. Cela semble irréel avec un petit côté magique. Mais comme le mentionne le site infosecjob.com, la technique a été étudiée dans les années 50 et le potentiel a été confirmé par la NSA dans les années 60. Pour comprendre de façon simple cette technique puissante, on peut s'appuyer sur le principe de la paradiaphonie. Imaginez tous les câbles électriques qui existent dans votre maison. Chaque câble est parcouru par un courant électrique et donc va émettre un champ électromagnétique correspondant à la puissance du courant qui va circuler à l'intérieur du câble. Un câble utilisé pour envoyer des informations peut malgré lui transférer ces informations sur un autre câble s'ils sont assez proches. C'est un peu comme s'il y avait une petite fuite du premier câble sur le second. Ce principe repris pour les attaques de type Tempest n'est pas évident à mettre en œuvre et d'ailleurs pendant des années, les gouvernements ont gardé secret ce type d'attaque. Il est difficile aujourd'hui de trouver des exemples concrets d'attaques Tempest parce qu'elles ont été classifiées par les États, en tout cas c'est ce qu'on nous dit sur internet. D'ailleurs aujourd'hui les écrans à tube cathodique ont quasiment tous disparu, on pourrait se dire que ce type d'attaque n'est plus d'actualité. Pas si sûr, je vous invite à suivre le projet GitHub GR Tempest, porté notamment par Federico Larocca, très intéressant. Il nous présente par la pratique une attaque Tempest portée sur un afficheur LCD, tout ça en se basant sur le transport de l'information du signal vidéo sur le protocole VGA. C'est passionnant car on est ici en présence d'un cas concret de hacking, c'est-à-dire détourner un mécanisme standard pour en faire un nouvel usage. Et même si le sujet paraît ancien, nous voyons que le hacking est finalement constamment en évolution. D'ailleurs, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, l'ENSI, a publié l'instruction ministérielle numéro 300 pour conseiller les différents acteurs afin de se protéger des compromissions d'informations classifiées par la captation de signaux parasites. Exactement ce qui est fait dans le cas d'attaque Tempest. Vous l'avez compris, le hacking peut aller très très loin. C'est aussi ce qui fait les métiers de la cybersécurité une aventure passionnante. Et avant de profiter des conseils d'un expert, j'invite les hackers en herbe qui connaissent le langage Python à faire un petit quiz. D'après vous,
Dans ce code, de quelle attaque célèbre nous essayons de nous protéger? Mettez la vidéo en pause et répondez en commentaire. La solution sera présentée plus loin dans la vidéo. D'ailleurs, j'en profite pour dire à ceux qui souhaitent devenir développeurs en partant de zéro jusqu'à vos premiers revenus, que vous soyez débutant ou dans une formation rapide mais avec des trous dans la raquette, que le programme Vivre du Code ouvrira prochainement à nouveau ses portes. Je vous invite à consulter les témoignages vidéo des membres et à vous inscrire sur la liste d'attente. Je vous mets les liens sous la description en vidéo pour ne pas rater les prochaines ouvertures. Vous allez découvrir Valentin et à travers son histoire inspirante les étapes qui lui ont permis de devenir aujourd'hui un expert en cybersécurité épanoui. Nous allons également parler des plateformes de hacking à connaître, comment se lancer, et nous allons également casser les codes des idées reçues. Si vous avez le feu sacré en vous et que vous suivez le bon chemin, tout est possible. C'est parti! Salut Valentin, merci d'avoir accepté mon invitation. C'est Salut Nicolas, avec grand plaisir que je merci. suis avec toi. On va passer un petit moment ensemble pour bien faire découvrir la sécurité avec un angle un petit peu différent que ce qu'on voit d'habitude à travers les films. C'est à travers celui d'un œil d'expert qui fait les choses sérieusement sans se prendre au sérieux. Qui a fait un super post LinkedIn que j'ai adoré et ce qui m'a fait te contacter. On va en parler un petit peu. Avant tout, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots ce que tu fais aujourd'hui, mais vraiment en quelques mots, et puis après on va aller un petit peu plus loin dans les questions. Ok, merci déjà Nicolas pour l'opportunité. En quelques mots, je m'appelle Valentin, j'ai 30 ans, je vis au Canada depuis bientôt 6 ans. Donc j'ai immigré là-bas donc, pour de nombreuses raisons. Je travaille en cybersécurité depuis l'âge de 22 ans. Et le post LinkedIn dont tu parles, c'est que je raconte un petit peu mon expérience et mon rêve. Comment est-ce que je suis tombé dans le monde du hack? J'ai commencé à l'âge de 13 ans et que aujourd'hui j'ai l'objectif de devenir le chef de la sécurité d'une grande entreprise. Un jour. Et alors, ce petit sujet-là qui m'a intrigué, je pense que c'est celui dont on va parler, c'est autour de l'imprimante, là. Est-ce que tu peux nous dire quelle a été ta révélation, ce qui a fait de toi un cœur autour de l'âge de 13 ans? Comment ça s'est passé? Ok, alors là, c'est bien, j'ai un petit peu plus de temps pour exprimer que sur un post LinkedIn. C'est que petit, je vivais à la campagne chez ma maman, mes parents sont divorcés, j'étais à la campagne, donc déjà, j'avais pas tout le temps Internet, des fois, j'avais pas l'électricité, ça coupait. Et pour des travaux à l'école, je devais me servir de mon imprimante. Sauf que là, quand je veux imprimer, ça dit, bon, l'imprimante est cassée, ok, on l'amène au réparateur, et il dit, non, mais faut en acheter une nouvelle. Et là, je suis un petit peu blasé. Je fais, non, mais c'est pas possible. Et là, ça a commencé à piquer ma curiosité. J'ai commencé à rechercher. Je ne connaissais pas du tout le concept de l'obsolescence programmée, mais là, je le découvre. Je fais, OK, qu'est-ce qu'on peut faire? Et là, il y a des gens qui font, non, mais tu peux faire quelque chose. Donc là, je commence à faire des recherches. Je vais dans des rabbit holes. Donc là, je descends dans des forums très, très bizarres. Pas la première page de Google. C'est à peu près ça, le dark web. Hein. C'est page 2 de Google. C'est le dark web pour moi. Donc, j'étais dans des recherches. Et puis, au bout d'un moment, euh, je me retrouve sur un forum russe avec un logiciel russe qui dit non, mais si tu fais ça, tu vas voir, ça va marcher. Bon, je fais des tests, puis ça marche. Mon imprimante refonctionne. Donc, pour ma mère, je suis un héros. Elle me dit, ouais, t'es trop fort en informatique. Moi, je me dis, en vrai, c'est trop cool. J'ai envie de faire ce métier. Donc là, j'ai commencé à dérouler, à creuser un petit peu. J'ai appris à programmer à partir de ce moment-là, en C. Euh, et donc, après, premier livre à 15 ans, qui était L'art de l'exploitation, un livre de hacking assez vieux, avec un CD pour que tu lances ton live de Linux. Donc ça a commencé comme ça. Ça me rappelle un vieux livre aussi, je ne sais pas si tu l'as lu, Sécurité optimale. Je ne sais pas si ça te parle, non? Non, C'était OK. C'est là où j'avais découvert la différence entre ce qu'on appelle les chapeaux noirs et les chapeaux blancs. Est-ce qu'on peut en profiter d'ailleurs pour que tu nous donnes ta définition de ce qu'est un hacker? Parce que je pense qu'il y a beaucoup ouais. d'incompréhension dans le grand public. Et un hacker, un cracker, un pirate, c'est quoi un petit peu tout ça pour toi? Et c'est vrai que dans les médias, ils vont très vite faire l'amalgame entre un hacker, un pirate, un cracker, chapeau noir, chapeau blanc. C'est assez difficile de se faire une tête.
Pour moi, un hacker, c'est simple, c'est un état d'esprit, on va dire, où tu vas pousser ta curiosité. Imagine, tu peux être un hacker dans tout, pas forcément dans l'informatique. Tu peux prendre un objet et dévier de sa fonction principale. Je sais pas, imagine ton micro-ondes, tu te dis, eh, mais ça fait des ondes, et du coup, si je pouvais capter la radio du voisin, et du coup, j'écoute la radio sur mon micro-ondes, et tu as réussi à bidouiller tout ça, eh ben, tu as réussi, tu un hacker. Peut-être pour de l'électronique, mais ça marcherait. Euh, mais là, c'est éthique. Et pour moi, un hacker aujourd'hui, on utilise le terme hacker éthique dans le monde professionnel. Je pense que ça devrait être sous-entendu et que si t'es pas éthique, donc si t'es un hacker éthique, t'as un chapeau blanc, voilà que t'as une certaine morale. Et si t'as pas de morale et que tu fais des actions malicieuses, tu vas aller du côté sombre, les chapeaux noirs. Et là, on va parler de pirates, ce qui est souvent le terme utilisé dans les médias. Ce sont les personnes qui vont être mises en avant, malheureusement. Et aujourd'hui, tu es ciseau. Alors, ciseau, ça veut dire. Pas ciseaux aujourd'hui. Non, pas ciseau, alors dis-nous. Non. Alors, j'ai vraiment un rôle très particulier. Ça s'appelle TISO. Je représente le ciseau D'accord. d'une très grande institution financière au Canada dans, euh, dans une vice-présidence. Donc, l'entreprise est tellement grosse que ben, il peut pas être partout. Du coup, il a besoin d'un représentant. Et moi, pour une vice-présidence de plusieurs milliers de personnes, je suis son représentant. Et je gère la sécurité au sein de cette vice-présidence. Après, on lui remonte tout et on a une décision commune. Donc là, c'est un poste dans une responsabilité dans le domaine de la sécurité, dans un grand Oui, groupe. Et ouais, tu es au Canada, à Québec, si je ne dis pas de bêtises. à Montréal. À Montréal, pardon, c'est vrai. Comment on fait pour réparer une imprimante à 13 ans et arriver dans cette chaise-là au moment où tu me parles? Quel a été ton parcours? Est-ce qu'on est obligé de faire une école d'ingénieur? Quel a été ton parcours scolaire? Et qu'est-ce qui fait que tu allais exercer tes talents à l'étranger? Ok. Alors, il y a plusieurs questions au sein de cette phrase. J'ai, euh, je vais reprendre au début. J'ai fait un parcours d'école d'ingénieur parce que en France, il y avait un petit peu cette mentalité qu'il faut quand même faire des études pour pouvoir réussir. Je pense que c'est pas du tout vrai aujourd'hui, surtout pas en Amérique du Nord. Peut-être qu'il y a encore cette mentalité en France, mais en Amérique du Nord, c'est pas le cas. Il y a très peu de personnes qui ont un bac plus 5 d'ailleurs ici, euh, dans ce domaine. Souvent, ils vont s'arrêter au baccalauréat local, donc c'est l'équivalent d'une licence en France. Pas vraiment besoin de plus. Mais en France, oui, j'ai fait mon diplôme d'ingénieur et derrière, j'ai commencé ma carrière dans une startup, un stage dans une startup qui s'appelle Gatewatcher. C'est devenu assez gros aujourd'hui. Donc j'ai fait mes armes, j'ai découvert l'univers professionnel et là j'ai fait OK, c'est vraiment ce que je veux faire dans la vie. Après j'ai commencé en défense dans un SOC. C'est un point d'entrée où ben, on commence à découvrir l'univers, mais du point de vue défensif. Mais il me manquait la fibre, donc très vite je suis allé vers la sécurité offensive et c'est là où je suis allé arriver au Canada. Donc j'ai fait les Journées Québec où j'ai rencontré une entreprise qui m'a fait un permis de travail pour me faire venir. Et à partir de là, je suis resté et je vais faire ma demande de citoyenneté dans 2 semaines. Et du coup, ça permet ouais, de commencer à dévoiler, à ouvrir un petit peu sur le métier de la sécurité. Tu parles de sécurité offensive. Il y a aussi les Ouais. équipes de sécurité défensive. On peut avoir ça au niveau des institutions d'État pour se prémunir des attaques ou aller un petit peu taper ailleurs. Également dans le privé. Mhm. Euh, on va en parler un petit peu de l'éthique, finalement. On parlait des chapeaux blancs, des chapeaux noirs. Est-ce que pour toi, finalement, est-ce qu'il est possible d'être un hacker éthique? Oui, totalement. Totalement. Je me définis comme tel. Il y a aucun problème à ce niveau-là. On peut très bien être un hacker éthique. Surtout aujourd'hui, il y a tous les outils pour pouvoir travailler de manière légale. En fait, pour pouvoir même apprendre, partir de zéro, sans budget. Il y a plein de sites, même le gouvernement, je pense qu'ils ont fait un site là très récemment pour s'entraîner, qui s'appelle l'Acropole. Je pense que c'est l'ANSSI peut-être qui était impliqué pour pouvoir pratiquer la sécurité offensive pour s'entraîner. Donc il y a vraiment tout de disponible. Et du coup, tu parlais en Amérique du Nord hein, qu'un niveau licence, c'était suffisant. Et on va aller creuser un petit peu parce que il y a différents hackers dans le passé. Moi, ça me fait penser toujours à hacker Kevin Mitnick, je ne sais pas si tu vois, Oui. qui est décédé l'année dernière, justement. Mhm. Euh,
on va parler un petit peu des compétences pour toi. En dehors des diplômes, c'est quoi les compétences ou les qualités qui te permettent d'être un hacker compétent? Et quand tu parles de Mythique, ça me fait penser à quand j'ai commencé ma carrière. Dans mes collègues, il y avait un ancien boulanger, il y avait un Ouais. étudiant en philosophie. Il y avait beaucoup de profils très atypiques, mais des experts techniques parce qu'ils étaient passionnés. Passionnés, curieux, ils ont exploré leur curiosité au-delà de l'entendement et ils sont allés vraiment plus loin, bah, même que moi aujourd'hui, hein. Je pense que techniquement, ils sont bien mieux. Dans les compétences aujourd'hui, par contre, il y en a une, il y a les hard skills, c'est important. Techniquement, tu dois être bon si tu veux faire de la sécurité offensive opérationnelle. Parce que tout à l'heure, on parlait de défense et d'offensif, mais il n'y a pas que ça dans la cybersécurité. Il y a aussi de la gouvernance, il y a des risques, il y a tout un écosystème. Il peut y avoir du forensique, donc là, c'est encore un petit peu technique, mais il n'y a pas que ça. Aujourd'hui, il y a plein de lois, il y a des cadres. Tu sais, GDPR, la RGPD, on en entend souvent parler en France. Donc, il y a des dimensions légales. Donc, l'écosystème est grand. Et si on reste sur la, la technique pure avec de l'offensif ou de la défense, il faut des compétences techniques, mais il y a des soft skills vraiment importants à avoir, typiquement la communication. Moi, ça a été une de mes grandes frustrations, tu trouves des vulnérabilités très graves, mais tu n'arrives pas à bien communiquer. Du coup, les personnes ne corrigent pas. Du coup, tu retestes l'année d'après, et il y a toujours la même vulnérabilité, et tu te dis, mais pourquoi? Mais il y a plein de Ouais. raisons un peu qui peuvent l'expliquer aujourd'hui. Le budget, ils n'ont pas compris la gravité. Donc peut-être que c'était le problème, c'est que j'ai mal communiqué ou mal expliqué dans mon rapport le niveau de gravité. Donc je pense que le plus important, ouais, ça serait la communication en plus des compétences techniques. Et quand on commence à creuser un petit peu, à aller en profondeur, qu'on commence à monter en compétences, eh Mhm. bien, il y a un moment où on va vouloir, se frotter au réel. Et on parlait d'éthique, il y a des façons qui permettent de le faire de façon légale. Et il y a des Ouais. termes comme, par exemple, le bug bounty, la notion de pen test, alors sans aller dans toute la gamme, et cetera. Mais est-ce que tu pourrais nous parler de ce qu'est un bug bounty, de ce qu'est un pen test, Ok. pour vulgariser tout ça, ouais. Ouais. Alors, les deux métiers sont relativement similaires, mais ils n'ont pas du tout le même but pour une entreprise. Euh, Moi, pour ma part, j'étais pen tester. J'ai fait du bug bounty à côté, mais pour expliquer simplement, quand on fait un pen test pour une compagnie, ils vont nous demander sur un périmètre défini, dans un temps imparti, par exemple, voici mon application web, tu as une semaine pour la tester, je vais te donner peut-être des identifiants administrateurs ou selon le niveau de connaissances qu'ils veulent nous fournir. On peut avoir des tests en black box où on nous donne rien, ou en white box où on va même nous donner le code. Et voilà, tu as un certain nombre de temps imparti, donc c'est très limité, et tu donnes en gros une espèce d'image à un instant T de la sécurité du site web ou de l'application que tu testes. Un bug bounty, c'est différent. C'est une approche en continu, ouverte à tout le monde, la plupart du temps, sauf moi, je vais nuancer. Il y a certains programmes où c'est sur invitation privée, mais il y a des bug bounty publics où tout le monde peut y aller et essayer de trouver des vulnérabilités. Et là, tu es payé à la faille. Donc, si tu trouves une faille qui a un impact pour la compagnie, tu leur divulgues et il y a des récompenses en fonction. Ça peut aller des fois c'est de l'argent ou des fois c'est des cadeaux, mais ça peut aller à beaucoup d'argent. On a déjà vu des failles qui allaient jusqu'à 100 000 dollars, par exemple, même plus, le million, chez Apple, par exemple. Évidemment, euh, plus c'est cher, plus il faut se dire que c'est très compliqué à trouver et que c'est pas à la portée de tout le monde. Mais on peut quand même en trouver. C'est pas impossible. C'est un bon moyen de débuter de manière légale aussi. Mais ça peut être décourageant, par exemple, le bug bounty. Vu que les scopes publics, il y a beaucoup de monde qui est passé, donc toutes les choses faciles à découvrir, elles ont déjà été découvertes en général. Pas forcément, mais moi, pour ma part, je conseillais pas à mes élèves et étudiants de commencer là-dedans. J'avais peur qu'ils se découragent. Mmh. Et mettons que tu parles un petit peu à ton toi d'il y a quelques années, qui voulait travailler, peut-être en faire son métier. Qu'est-ce Mhm. que tu lui, conseillerais pour travailler dans la sécurité et se faire un petit peu repérer d'une façon ou d'une autre par les organismes officiels de façon éthique? Pour toi, finalement, c'est, quoi le meilleur moyen pour se faire connaître dans le domaine de la sécurité? Euh, alors, avoir un bon classement sur les plateformes d'entraînement comme Hack the Box ou RootMe, je pense que pour les personnes techniques et les recruteurs qui ont technique,
ça a ça a de la visibilité. Donc aller dans des CTF, même aller discuter avec la communauté, se faire connaître, rencontrer des gens, ça crée des liens. Et puis, par exemple, hier, j'ai reçu un message d'un ami avec qui je faisais des CTF il y a quelques années. Il me dit, hey, il y a ce jeune, regarde son profil RootMe, regarde son profil Hack de Box, il cherche un stage au Canada, est-ce que tu peux l'aider? Ouais, directement, je vois ça, je fais, OK, la personne, il a le bon état d'esprit, j'essaie de trouver un moyen de l'aider. Bon, ben, je contacte les gens, les agents locaux que je connais pour voir s'il n'y a pas une possibilité de trouver un stage. Sinon, les certifications, évidemment. Euh, pour la sécurité offensive, la reine, pour moi, c'est encore l'OSCP, même si c'est vraiment une mentalité particulière. C'est difficile. Euh, c'est pas vraiment beginner friendly parce qu'il y a beaucoup de tryhardeux, c'est leur mentalité un petit peu. Donc, faut s'efforcer, faut travailler difficile. Donc, des fois, ça m'est arrivé de me casser la tête pendant des jours sur une machine parce que je trouvais pas de solution. Euh, j'ai même raté 2 fois l'examen. D'accord. Ben, il n'y a pas de honte là-dessus, c'est pas grave. Au final, je l'ai eu et puis j'ai réussi à avancer dans ma carrière. OK et on va parler un petit peu, de marché, de la cybersécurité. Aujourd'hui, Mhm, aujourd'hui personnellement, je me fais harceler, par les publicités YouTube sur plein d'organismes, qui parlent, de la cybersécurité, il ne faut pas hésiter à se lancer et cetera. Hem, j'ai une vision assez critique, de ces organismes de formation rapide et alors tout simplement parce que encore plus dans le domaine de la sécurité, le temps est ton meilleur ami pour aller creuser et on ne peut pas mhm. claquer des doigts parce qu'on a besoin de faire ses erreurs, tout ça. Mais aujourd'hui, du côté professionnel, la cybersécurité, moi ce que j'ai constaté et je vais te demander ton avis, c'est que souvent, ben, les budgets, c'était un petit peu la dernière roue du carrosse pour la plupart des entreprises pas forcément grosses, qui ont quand même besoin, qui ont parfois des données sensibles et donc les budgets sont pas forcément au rendez-vous ou, peut-être qu'il y a pas une connaissance ou, il y a pas une, conscientisation, on va dire, du risque qu'il y a derrière. Pourtant, on a entendu parler, d'informations, sensibles comme, bah, du cryptage d'informations dans les hôpitaux, la prise de contrôle, à distance d'appareils médicaux et cetera. Donc on sent que tout le monde se dit: «C'est bien», mais quand il faut passer à la caisse, c'est peut-être pas le cas. C'est quoi ton sentiment sur le marché de la sécurité aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un petit peu plus de budget? Est-ce qu'il y a des réelles opportunités d'emploi? Et est-ce que pour toi, c'est réellement un métier qui monte, sur ce côté-là, par rapport à ce qu'on voit dans les pubs? Oui, pour moi, c'est en train de grossir. Surtout, par exemple, c'est vrai que le problème de budget, surtout pour les petites entreprises, il existe. Oui, par contre, une entreprise qui a eu un incident de cybersécurité, souvent après, il y a du budget. Ouais, Ça se débloque. Ça a un impact. Après, il y a les lois en ce moment qui sont en train de beaucoup évoluer, que ce soit au point de vue français, européen, nord-américain, même canadien, là, là, pour le Québec. Il y a des lois qui sont en train d'arriver pour un petit peu pousser les compagnies à prendre ça en compte. Il y en a qui se servent même, d'un point de vue marketing de certaines certifications, ce qui est pas mauvais, hein, en soi. C'est l'ISO 27001, peut-être que tu en as entendu parler. Il y en a qui s'en servent comme argument marketing en mode: «Hey, on est, certifié ISO 27001, du coup, on est plus sécuritaire que nos concurrents» et c'est fine tant qu'ils poussent la cybersécurité et la sécurité informatique en avant, ça me va. Niveau des emplois, oui, il y a une pénurie de compétences. Il y a une pénurie de compétences, que ce soit en Amérique du Nord ou même en France. Je pense que là, très récemment, je pense que la DGA, ils ont publié un article, donc la on va dire l'équivalent de l'armée un petit peu en France, et qui disait qu'ils perdaient tout leur talent en cybersécurité parce que, bah, les salaires étaient pas adaptés. Heu, faut comprendre que pour être un expert en cybersécurité, bah, faut beaucoup de compétences transverses, ouais. surtout si on veut faire de l'opérationnel. Par exemple, tu veux être un bon pentester, heu faut avoir des compétences en réseau, faut avoir Mmh. des compétences en développement un petit peu pour comprendre un petit peu comment ça fonctionne, comprendre toutes les interactions complexes entre plusieurs langages, heu, côté client, côté web, enfin côté serveur quand on va faire du web, mais pas que, parce qu'on ne fait pas que du web dans la vie. Il y a plein d'autres infrastructures. On va faire du cloud, OK, ça fonctionne comment? Donc il faut énormément de compétences et de connaissances
et tu peux pas payer pas très cher. Ça prend du temps en fait à former. Souvent, moi, je parle des couches de sécurité. Il y a les couches matérielles, logicielles, système d'exploitation, réseau, etc. Et c'est Mhm. super intéressant que tu parles du fait qu'il n'y ait pas que le développement web. Et je pense que tout le monde a vu hein, dans des reportages au moins des petites clés un peu magiques avec un petit écran qui permettent de démarrer un petit peu des voitures de n'importe quelle marque, etc. Et là, on va interagir sur des systèmes HF. On va pouvoir parler de réseaux dans les voitures. Il faut savoir qu'il y a des réseaux informatiques d'un côté, mais il y a les réseaux industriels comme le CAN et le VAN pour l'industrie automobile. Et puis il y a d'autres. Il y avait aussi à un moment, ça avait bien crié. Je crois que c'était sur les centrales iraniennes. Je crois que c'était Stux, je ne sais plus le nom. Euh, Euh, ouais, ça c'est vieux. ouais, C'est du c'est vieux. Vietnam. Ouais, ouais. Oui, Pour les ouais, c'est assez centrifugeuses, vieux. pour la préparation du On a, nucléaire. on a retardé. Oui, voilà, on a retardé un programme nucléaire. Un Ouais, ouais, État a retardé le programme d'un autre c'est ça. via une attaque. Et donc, ouais, c'est s'ouvrir à plein de domaines différents et c'est pour ça qu'il faut du temps pour bien se former. Mhm. Toi, tu estimes quelqu'un de curieux, de motivé. Moi, j'aime bien ce côté, imaginer cette personne qui sera à côté de nous, cet autodidacte qui a fait un petit peu de Python, qui a compris TCP/IP, qui commence à faire ses armes sur Linux. Il a compilé son premier noyau, son premier module sous Linux. Il a fait un peu d'IP-tables pour le côté firewall, etc. Et il se dit, putain, ça me démange, j'aimerais bien aller plus loin. Tu lui dis, il faut combien de temps à peu près pour espérer en faire un métier? Quelqu'un de motivé, ça dépend parce que tu peux avoir un travail en junior. Il y a des opportunités en junior, typiquement Hmm. analyste SOC. Ok, bon, au début, c'est pas le plus fun, mais après, tu peux gravir les échelons et j'ai commencé par là. Euh, C'était un bon premier pas pour Et tu... moi. Et il y a plein d'autres solutions, mais c'était celle que j'avais choisie. Du coup, pour donner un délai, je pense que dès qu'on a réussi à attraper le premier job ou faire évoluer un rôle de sysadmin, tu peux commencer à rajouter des Ouais. composantes de sécurité ou un rôle de dev. Aujourd'hui, on parle de DevSecOps, enfin de Ouais. DevOps, et après de DevSecOps. Donc, la composante de sécurité, il y a toujours une manière de commencer à la greffer petit à petit, dans l'intégrer dans son travail et après faire le shift. Hmm. Ok, ok. Et petite question un peu décontracte, c'est quoi Mhm. ton film préféré en termes de hacking, celui qui t'a trouvé le plus proche de la réalité? Ou celui qui t'a le plus plu? C'est pas pareil la réponse. Ah ouais, bah dis-moi alors. Celui qui m'a le plus plu, il s'appelle Who Am I, le film. C'est un film allemand. D'accord. Parce que le nom en allemand, c'est Klein System is Safe. Et c'est un peu l'équivalent je sais pas, de Fight Club version cybersécurité. D'accord. Dans le mode à la fin, il faut le voir, et après, tu as envie de le revoir une deuxième fois, j'avais beaucoup aimé. Le plus proche de la réalité, euh, mais étonnamment, la série Mister Robot Ouais, est pas si. Non, mais techniquement, c'est vraiment. C'est pas déconnant. ouais, ouais, ouais. Ouais, j'étais agréablement surpris que pour une fois, une série qui prend autant de visibilité, ça racontait pas n'importe quoi. C'était des outils qu'on pouvait utiliser au quotidien. Bon, forcément, c'est romancé, mais ah ok, pas grand-chose à C'est redire. je suis assez d'accord. Moi, j'avais lu un truc sur Mister Robot. Alors, je suis d'accord, on n'a pas besoin d'être d'accord, hein, mais j'ai eu la même impression que toi. Du coup, j'avais creusé un peu et en fait, il s'était fait aider, je crois, par des spécialistes pour le rendre crédible. Ils avaient mis un point d'attention à essayer de le rendre crédible. Ouais, Ben, c'est bien réussi. ouais, Par contre, il y a juste un point. Ben, quand je dis que c'est vraiment romancé, un moment dans les saisons, quand ça avance, il arrive ouais. dans un CTF. Bon, Vas-y, l'ambiance vas-y. dans les CTF, c'est pas comme ça. Déjà, il y a plus de bière. Ça manque clairement de bière. Et puis, faut se rendre compte que ça prend pas 3 minutes à solver un problème de cybersécurité en général. Hum. Et il arrive là, il fait tac 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 en 2 secondes. Ça peut arriver, mais c'est très rare. Ouais, ouais, ouais. C'est que le problème était relativement trivial, mais c'est pas dans les épreuves les plus compliquées qu'on verra quelqu'un faire ça. Ok. Et Who Am I, je vais aller le regarder. Moi, je vous invite à tous à aller regarder Who Am I. Faut savoir que c'est une commande Linux, Who Am I, pour savoir.
Qui est l'utilisateur connecté. Donc, c'est Bah, ça qui suis-je? voilà, C'est qui qui suis. suis-je? Parfois, c'est pas compliqué. Et on va passer sur un petit sujet libre, ta carte blanche. Est-ce qu'il y a un point que tu voudrais mettre en avant? Un conseil que tu aurais aimé recevoir il y a quelques années? Ou un message pour les jeunes générations? Quelque chose Mmh. voilà, qui. Bah, je pense que l'idée, c'est, j'en parlais avec mes étudiants à Polytechnique. Faut pas avoir peur de casser les codes, de dire, se mettre trop de pression en mode ah ben ils ont tout ça où il y a écrit sur une offre d'emploi 5 ans d'expérience minimum pour un poste de junior. Non, non, non. N'aie pas Mmh. peur, candidate, essaye, même passe des entrevues et puis si ça marche pas, c'est pas grave, tu vas pouvoir apprendre quelque chose derrière. Donc ne pas hésiter de se lancer et discuter avec la communauté. Vous verrez, il y a plein de monde, il y a beaucoup d'entraide. C'est vraiment cool comme communauté. Je suis ultra fan. Écoute, merci Valentin pour tous ces conseils, pour ce parcours inspirant. Et j'espère que dans quelques années, hein, pour ceux qui nous regardent, hein, si vous travaillez dans la Mhm. cybersécurité grâce aux conseils de Valentin, faites-nous un petit coucou parce que ça nous fera plaisir et ça montrera aussi que tout est possible. Merci Yes, avec Valentin. plaisir. Merci Nicolas. Excellente journée. Encore merci Valentin pour ce super moment passé ensemble et ce flambeau transmis à ceux qui souhaitent également devenir experts en cybersécurité ou faire carrière dans le développement logiciel. Chose promise, chose due, voici la solution du petit quiz que l'on a vu en début de vidéo. Dans cet exemple de code, nous pouvons être victimes d'une attaque par dépassement de tampons ou autrement appelé buffer overflow. Elle se produit quand on écrit accidentellement ou intentionnellement des données en dehors de la taille d'un tampon appelé buffer qui se trouve en mémoire. C'est un petit peu comme si on voulait mettre plus d'eau que ne peut en contenir une bouteille, ça déborde et ça pose des petits problèmes. Pour se prémunir de ce problème, eh bien, on va essayer dans le code de bien vérifier la longueur, la taille des informations qui nous sont données et en fonction de ça, de prendre que ce qu'on peut prendre, c'est-à-dire ne pas prendre plus d'eau que la bouteille ne peut en contenir. Pour suivre la publication des prochains contenus ou bénéficier de mes conseils privés, je vous invite dès maintenant à vous inscrire gratuitement sur la newsletter de Coder pour changer de vie et également de consulter le site coderpourchangerdevie.com où vous trouverez également d'autres contenus pour aller encore plus loin. Sur ce, je vous souhaite une belle journée, un bon code et je vous retrouve très bientôt. Ciao ciao.